Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e épisode, si je ne m'abuse, de Midnight Cowboys. Et oui, on a tenu 10 épisodes. Nous ne sommes toujours pas sponsorisés par une multinationale, que sais-je. Ça ne saurait tarder, peut-être. Ce soir, on parle d'Avatar 3, de Feuilles de cendre, Fire and Ash, pour prendre l'accent américain. Un film où tout brûle, mais vous allez voir, le débat ne brûle pas aujourd'hui. Il est bien vivant autour de cette table, puisque je suis toujours accompagné d'Axel. Bonjour Axel. Bonjour William, ça va? Et bah, écoute, ça va très bien malgré un rhume, prononcé. Et nous OK. sommes, également accompagnés de Vincent, présentateur du podcast, «L'essence du dragon d'or», consacré au cinéma asiatique, on vous en a déjà parlé, qui, va pouvoir, également nous évoquer sa passion et son commentaire autour d'Avatar. Bonjour Vincent, j'espère que tu vas bien? Ben, bonjour, William et Axel. Je suis ravi de revenir dans ce podcast sympathique. La dernière fois, on avait parlé de John Frankenheimer et là, bah, on parle de James Cameron. Ma foi, c'est encore une fois un beau programme. Tout à fait. Et oui, James Cameron, et oui, oui. James Cameron qui est très vieux, mais qui continue de fournir des images, explosives, C'est clair. sensorielles et toujours aussi impressionnantes. Au moins pour ça, malgré quand même, sa carrière dense et un nombre de films, certes, il n'a pas dépassé la dizaine de longs métrages, il me semble, mais chaque film incarne une évolution technologique. Peut-être moins pour le film dont on va parler aujourd'hui, mais quand même, toujours, un état des lieux, des potentialités technologiques du cinéma. Donc, James Cameron revient avec, la planète Pandora, ses navis, ces humains pas très humains et cette, promesse un peu folle, nous faire croire qu'une fois encore le salut de l'humanité viendra d'un peuple bleu, en connexion Wi-Fi avec la nature. Ici, tout le monde n'a pas été touché par la grâce d'Ewa. 2 d'entre nous sont sortis de la salle sceptique. Et oui, un peu carbonisés, mais encore capables de penser, et face à eux, un invité qui lui a aimé et qui est prêt à en découdre, qui a vraiment aimé, hein. Vincent, qui est présent. Alors ce soir, on ne va pas décider si Avatar est génial ou inutile. Au contraire, on va essayer de comprendre pourquoi ce cinéma peut diviser, ce qu'il dit aussi du rapport aux images, au progrès, et peut-être de notre besoin de croire au blockbuster, au grand récit, ou pas. Donc c'est parti pour cet épisode. Et donc nous retrouvons Jake Sully et sa famille après le traumatisme du deuxième film, dans Pandora, qui s'élargit encore puisque nous avons un nouveau clan dans ce volet, hein, le peuple, du feu. De nouveaux territoires et surtout une tonalité qui est annoncée comme plus crépusculaire en soi, plus conflictuelle aussi. Vous allez le voir, le récit est davantage éclaté par rapport au premier évidemment, mais aussi au deuxième. Et en fait, James Cameron a évoqué l'introduction de ce peuple lié au feu comme une rupture symbolique avec l'imaginaire aquatique, hein, du précédent opus. C'est vrai que là où le deuxième baignait dans la transmission, la fluidité, Avatar 3 promet, ou promettait en tout cas d'après la bande annonce, voilà les restes justement, l'après, les conséquences, du statu quo. Et donc après les événements de La Voie de l'eau, la famille Sully a continué sa fuite, hein, à travers la planète. Alors que la présence militaire des humains se durcit, Jake, Neytiri et leurs enfants sont confrontés à une nouvelle forme de conflit par l'invasion extérieure des humains, mais donc également de ce peuple, de ce clan, hein, du peuple du feu, lié à des territoires volcaniques, à l'élément aussi, du feu. Et cette rencontre va faire vaciller les certitudes pour vous expliquer, pour vous rappeler aussi les enjeux de fin du volet précédent. À la fin du volet précédent, on se retrouvait avec Spider, qui était, donc qui est l'enfant humain, hein, qui se retrouve avec le clan Sully. Mais le problème, c'est que son père, donc Quaritch, qui est désormais un Na'vi, qui s'est transformé en fait en une copie, qui s'est transféré dans un corps Na'vi,
le recherche et est-ce que véritablement on va pouvoir s'intégrer au sein de cette famille? Ou est-ce qu'on va le rejeter? Et également, comment est-ce que, l'invasion la potentielle invasion humaine va s'organiser, à nouveau sur Pandora? D'après James Cameron, ce film serait celui où les navis cessent d'être idéalisés en partie. Hein, certains sont plus ambigus, violents, on va le voir, avec un personnage en particulier qui devient antagoniste même. Et donc c'est vrai que cette promesse de complexification, pour ma part, elle m'a un peu déçu, mais bon après, voilà, c'est toujours, très questionnable, hein. Est-ce que ça aurait pu aller plus loin? Est-ce que c'est pas assez développé? On va essayer d'en discuter. Donc, déjà avant qu'on rentre dans le détail, j'aimerais avoir ton avis, Vincent, sur ce que tu as pensé du film, sur ce que tout simplement ce qui t'a stimulé devant, et ce que ça peut apporter, ce que ça apporte finalement par rapport au 2e, au premier même, dans la continuité, de la saga. Ouais, bon, on reviendra dans le détail un peu sur toutes les thématiques, développement de personnages et cetera. Mais moi globalement, à peu près tout m'a emporté, m'a intéressé et en fait, j'ai su avant d'aller le voir que, ce troisième film était en réalité un une vraie suite du deuxième, dans le sens où à la base, James Cameron avait écrit 4 scénarios et qu'il avait coupé le 2 en 2 pour pouvoir développer séparément le Avatar 2 et 3. Heu et hem et en fait, je trouve que ça se ressent vraiment et moi, enfin, en sachant ça, ça m'a beaucoup aidé aussi à, mmh à accepter, on va dire, la structure narrative et sa connexion avec le deuxième. J'ai vraiment eu le sentiment de voir, un réel prolongement du du 2e, volet, avec quelques répétitions du un et du 2 certaines fois, heu, que je trouve pour la plupart, assez intéressantes, certaines peut-être un peu moins, mais globalement, ouais, j'ai trouvé vraiment que c'était un prolongement de tout ce qui avait été installé dans le 2, et globalement, ça m'a emporté et surtout, j'ai été emporté par le rythme qui est pas mal axé sur l'action. Je pense que c'est peut-être le film de la saga, enfin de la trilogie, où il y a le plus de séquences d'action et à mon sens les plus spectaculaires d'ailleurs. Et bon, quand je viens voir un grand spectacle comme Avatar au cinéma, je suis encore plus conquis, en fait, quand on me propose un truc aussi généreux, visuellement avec et toujours avec des effets spéciaux, enfin d'un réalisme, assez ahurissant et Mmh. hem et ouais, donc globalement, f enfin tout ça m'a beaucoup stimulé. Alors après, je pense que j'aurais quand même besoin d'un second visionnage pour pouvoir, prendre un peu plus de recul sur, tous les mécanismes, qui sont en marche, heu et pouvoir, voilà, un peu me détacher de la compréhension pure et dure de l'histoire, quoi. Heu, parce que c'est quand même très, très dense, sur 3h15. Mmh. Tu m'étonnes, ouais. Heu, ouais, moi, globalement, j'ai été vraiment assez charmé et même ému à certains endroits. Et donc, enfin, quand ça prend comme ça, aux tripes, enfin, je ne peux qu'être ravi, en sortant de la salle, quoi. Non, mais ça peut se comprendre, hein. Ça peut se comprendre, d'autant que, comme tu l'as dit, passe par, beaucoup d'émotions. Le film est très dense, Mmh, peut-être, trop à mes yeux, mais on ne peut pas lui reprocher sa générosité, je pense, mmh, dans l'action, et dans ce que ça veut créer en termes de souffle épique. mmh. Et donc, toi, Axel, qu'est-ce que tu en as pensé globalement, Alors, globalement, moi, je rejoins assez Vincent, sur la plupart de ce qui de des comment dire? De l'avis, qu'il émet, là, au début, comme quoi, c'est un film qui est, excessivement généreux, peut-être trop pour ma part,
que c'est, effectivement, c'est le prolongement logique parce que James Cameron l'a dit lui-même et ça a été répété à plusieurs reprises, notamment à la sortie du film, que c'est presque la partie 2 du précédent volet, quoi. Voilà, C'est à ouais. peu près ça et et puis, moi, c'est un peu ce qui me gêne, mais je pense qu'on entrera dans les détails après. Moi, j'ai trouvé que, j'étais très happé par le début du film et plus ça avançait, plus j'avais le sentiment qu'il essayait de conclure beaucoup, beaucoup de choses qui étaient amorcées dans le deuxième, comment dire? De créer des nouvelles choses aussi qui n'étaient pas amorcées avant, mais qui étaient peut-être par petites touches et qu'en fait, au bout d'un moment, ça faisait un trop plein et j'avais l'impression que le film allait trop vite, que ça se posait plus du tout et je n'arrivais plus à m'accrocher au personnage, ce qui, en l'occurrence, est, paradoxal puisque moi, pour raconter un petit peu mon rapport, très rapidement avec Avatar, j'adore les 2 premiers. Je trouve que alors c'est des films que j'ai revus beaucoup de fois pour le coup, que j'ai assez en tête, donc on va pouvoir, je pense, rentrer plus tard en détail dans un petit peu ce qu'a créé James Cameron avec Avatar, dans sa mythologie, dans la mise en scène et cetera. Je pense que c'est hyper important quand même, à aborder. Et donc, alors je l'ai vu qu'une fois, donc comme Vincent, je pense que il va peut-être me falloir un deuxième visionnage. Je suis pas sûr encore d'aller le revoir, mais je vais essayer parce que c'est un film qui est très, très dense et qui est, pour moi, je le dis, d'emblée, trop dense et le truc, c'est que je pense qu'un seul visionnage, déjà que ça a été une grosse déception pour ma part, je pense qu'il faut quand même, que je fasse l'effort d'aller le revoir pour, confirmer ou alors peut-être, peut-être que déjà j'aurais pas les mêmes attentes, parce que c'est ça aussi quand on revoit un film, on Mmh. n'a pas les mêmes a priori ni les mêmes attentes, on n'attend pas les mêmes choses par rapport, heu, par rapport à ce qu'on a déjà vu justement. Donc pour ma part, c'est plutôt une déception, même si je reconnais qu'il y a des choses hyper intéressantes toujours et que, on va pas se mentir, cette année ça a été, je trouve, assez pauvre en cinéma grand spectacle Ouais. et pour pas dire, très pauvre, heu et bah, en termes de générosité, ça fait plaisir que James Cameron, revienne et qu'un film comme de la taille entre guillemets d'Avatar 3 envahisse entre guillemets les salles multiplex et cetera. Parce que déjà ça fait en tant qu'exploitant de salle personnellement, ça fait déjà un bien fou pour les salles de cinéma. Parce que Ah cette ouais. année, ça a été quand même une catastrophe et en termes de générosité et de qualité de spectacle, il est toujours là à multiples reprises, même si on y reviendra par la suite. Je trouve que ça, ça, comment dire? Ça prend par moment trop de place, mais bon, je Mmh. voilà pour mon avis à chaud, on va revenir en détail après. Ouais. Bah, disons que, Avatar, ça reste une eau bénite, pour les cinémas, hein, et pour l'industrie du cinéma en général, ça on peut pas dire le contraire. Parce que ça ramène tellement tellement d'argent et pour ça, c'est quand même assez formidable qu'il reste un certain engouement, je pense et personnellement, j'ai pas beaucoup de doutes que les 400 millions de dollars qui ont été, investis pour Avatar vont être, rentabilisés, à mon C'est bien avis, hein. parti, c'est bien parti. Beh, juste pour donner, de mon côté un avis sur le film, alors je suis moins attaché à Avatar que vous 2, mais j'aime énormément le premier film. J'aime vraiment beaucoup toute l'introduction à Pandora et je pense que si je l'aime autant, ça s'explique aussi parce qu'on revient à un récit, qui se concentre que sur un seul personnage. En fait, le premier Avatar me rappelle beaucoup le premier Terminator dans sa simplicité narrative et là est tout le paradoxe parce que je vais reprocher un en partie à celui-ci d'être, simple, mais pour d'autres raisons. Mais le premier Avatar, je trouve qu'il est vraiment clinique dans ses intentions et en même temps, il est tellement évocateur dans ce qu'il souhaite, évoquer, mythologiquement et puis, le rapport au corps, à l'émotion, Le deuxième film m'avait plu aussi, un peu moins, mais je le trouvais, intéressant et j'aimais beaucoup, qu'on prenait le temps, de découvrir, le nouveau peuple et finalement que James Cameron profite de sa technologie pour s'intéresser à un autre élément avec l'eau et celui-ci, j'ai eu une impression un peu semblable à la tienne, Axel, c'est-à-dire que je perçois toutes les intentions d'écriture. Je vois que, ça peut me bouleverser et il y a des moments, je le dis parce qu'après je vais avoir enfin je vais exprimer des réserves sur le film, mais il y a des moments qui m'ont vraiment ému
devant Avatar 3. Mais disons que le rythme, la cadence qui est, tellement, Ininterrompu, tellement quasiment. ininterrompue, ouais, que malgré tout, je passe à autre chose après et en fait, le film m'ennuie un peu plus, sur les scènes d'après. Là, il m'a grosse limite sur ce film et pour autant, est-ce que vraiment j'ai pas apprécié ce film? Je me pose encore la question. Je dirais que là, à chaud, j'y suis un tout petit peu indifférent et ça m'embête parce que ça reste un film de James Cameron. Toi, Axel, tu le disais, Vincent, tu le disais, on en a, quasiment jamais des films comme ça, techniquement et pour ce que ça représente en tant qu'événement. Parce que même si j'ai adoré, par exemple, Furiosa, ça déclenche pas le même engouement quand même. Bah, C'est ouais, ouais, ça c'est n'a rien ça. à voir, quoi, Ouais, ouais, ouais. tu vois? Après, Ma Mad Max a jamais été, à proprement parler pour le grand public, je pense, Ah surtout non, ça, non, je quoi. pense pas. Là, disons qu'on est sur un récit, transgénérationnel que Universel, oui, oui, tout à fait. voilà, universel, ouais. D'accord, bah, pour, rentrer sur un premier questionnement, moi j'ai envie de vous poser la question quand même parce que sans vouloir trop m'inspirer, des commentaires sur les réseaux, sur YouTube, mais un petit peu quand même. Est-ce que vous trouvez que, ce Avatar 3 est dans un effet de recyclage, de répétition excessive, des mêmes, des mêmes tropes en fait, hein, du 2e, du premier, que sais-je? Et est-ce que finalement James Cameron se serait perdu dans une mécanique alors que, soyons honnêtes, en tout cas les 2 premiers aspiraient à quelque chose de sensoriel et justement, ça excusait un petit peu la simplicité narrative? Parce que la simplicité narrative à mes yeux et pour vous aussi, j'en ai aucun doute, ça n'est pas un problème. Il faut pas se dire que le cinéma se doit d'être compliqué, de raconter des histoires qui soient forcément, complexe. Hein, je veux dire, le monomythe de Joseph Campbell, il a été utilisé par plein de cinéastes et James Cameron n'est pas le seul à le Ouais, faire, quoi. tu parlais de Furiosa avant, George Miller, il adore, Campbell, hein, donc Ah c'est voilà, pareil, hein. donc bah, peut-être pour entamer, toi Vincent, qu'est-ce que tu en penses exactement justement de cette répétition ou pas, d'idées, de péripéties, hein, qu'on peut retrouver, un petit peu dans les précédents volets, Ouais, ben, déjà, en fait, ce que j'avais trouvé frappant dans le deuxième, c'est que il agissait pour le coup pas mal en miroir du premier. À la fois d'un côté avec Jake et Neytiri qui, découvraient une autre culture et on avait toute une partie du film qui durait presque 1 heure où on vraiment on était dans l'apprentissage de cette culture, de la voix de l'eau, hein, en soi, heu, qui était assez fascinante. Certains disaient que c'était extrêmement, pénible, mais moi honnêtement, Ah non, c'est la meilleure partie du film quasiment pour ouais, ça moi. aurait pu durer 2 heures, j'étais Ouais, content. ouais. Et aussi du côté de Quaritch, donc devenu Na'vi, qui lui avait, son propre parcours miroir de celui de Jake Sully dans le premier où il apprenait, à être un Na'vi. Donc vraiment à utiliser son lien avec la nature, avec les créatures et cetera. Mais on voyait qu'il y avait un côté quand même beaucoup plus, mécanique. Il faisait ça, de manière beaucoup plus froide. Ce qui me faisait un petit peu penser à un Terminator, finalement. Ouais, ouais. Mmh. Mmh, forcément. Heu, voilà et et donc il y a quand même déjà dans le deuxième cette idée de répétition, de voilà, d'événements qu'on a déjà vus, mais je trouve de manière tout à fait, intéressante. Donc voilà, tu Ouais, ouais. s'il y a une répétition, il faut la justifier. Dans le troisième, e il y a aussi pas mal de répétitions à la fois du un et du 2. Alors j'ai cru comprendre que vous et plein d'autres personnes, trouvaient que c'était peut-être un peu trop, calqué sur le 2e notamment, mais moi j'ai trouvé peut-être qu'à part une séquence dans le climax, bon je préviens quand même, enfin si vous écoutez ce podcast, j'espère que vous avez vu le film parce qu'on va vraiment spoiler comme des cochons. Ouais, là, ça va être, vénère. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on l'a pas Heu précisé, tu fais bien.
hem, à part une séquence, je trouve, dans le climax où, je crois que c'est Neytiri et la petite, Took qui sont, faites prisonnières par Quaritch et Varang et donc on assiste à une séquence où, Jake et son fils, Loak tentent de les récupérer là donc sur le navire. Ça pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était vraiment, peut-être pas nécessaire parce que c'est vraiment la répétition d'une péripétie du deuxième sans réellement apporter quelque chose. Enfin, il y a un dénouement il y a un dénouement avec Varang, enfin entre Kiri et Varang qui est intéressant, mais au-delà de ça, bon, c'était peut-être pas nécessaire d'avoir cette péripétie-là, vous voyez? Surtout que ça dure, quand même bien 5 minutes, peut-être 10 minutes grand max, heu, mais bon, voilà. À part ça, il y a beaucoup de choses qui effectivement sont dans une logique de répétition ou de similitude, mais je trouve que Cameron arrive à en faire globalement, autre chose. Alors attention, autre chose, pas dans le sens où on aurait vraiment, absolument jamais vu le truc, hein, c'est pas ça. De toute façon, Cameron le dit lui-même: «J'ai que 4 ou 5 bonnes idées, dans ma vie et je les recycle». Donc bon, Ouais. heu, mais c'est tout à son honneur, hein, voilà. Non, par exemple, j'ai entendu des gens se plaindre du fait qu'on avait, à nouveau dans le 3e acte une chasse au Tulkun. Alors, moi, je tiens quand même à nuancer ce propos. Sur le papier, c'est censé être une, chasse au Tulkun. C'est ce que les humains ont prévu de faire. Mais elle est avortée, quoi. Enfin, Elle elle est est avortée. En fait, ils oui. tombent Oui, complètement dans un piège et c'est les Tulkun qui chassent les humains. mmh, Donc vous voyez, déjà là, au départ, on pourrait penser qu'on a une répétition, mais Cameron en fait autre chose. ouais. Ouais, c'est Donc vrai. et surtout qu'il inverse pas seulement le rapport de force, c'est qu'il y a tout un développement, presque philosophique parce que, les Tulkun, à la base ne souhaitent pas se battre. C'est une race, pacifique Ouais. et là, ils prennent les armes, entre guillemets, ils ont pas d'armes, hein, mais ils prennent les armes pour vraiment, bah, assurer la survie de leur espèce et plus encore et c'est dû, bah, enfin, à toute une réflexion, avant ça, donc que je trouve assez intéressante et aussi une autre chose, une autre répétition, c'est la petite séquence, enfin, c'est une sorte de montage, de courtes scènes où, Jake, avec le Toruk Makto là, c'est son ptérodactyle géant là, il va rallier, de nouveau plusieurs tribus Na'vi, pour se battre, tous ensemble comme dans le premier. Alors effectivement, ça en soi, c'est une répétition. Mais ce qui change, c'est que contrairement au premier où on était dans une espèce de dynamique, heu, totalement, heu, épique, où vraiment, voilà, Jake était, l'élu de la prophétie, le nouveau messie quoi des Na'vi et il ralliait tout le monde, voilà, à sa cause. Là, en fait, déjà, on n'entend quasiment pas ce qu'il dit aux autres. On a une voix off par-dessus, qui nous fait comprendre qu'en fait, Jake, il fait ça totalement à contre-cœur. Enfin, il sait que c'est nécessaire, mais déjà, il rechignait pendant tout le film à reprendre, à remonter sur le Toruk Makto parce que, pour lui, c'était aussi, synonyme de mort et de destruction. Et donc, en fait, quand il rallie les peuples, et bien, il est conscient de ça et donc il leur sert la soupe avec des grands discours, mais il y croit plus, en fait, fondamentalement. Il sait que ça Mmh. va mener à la violence, à des morts et cetera et donc, Ouais. ben, il le fait par nécessité, mais enfin, je trouve qu'on est vraiment dans une, dynamique différente. Voilà, on perd ce côté, espoir, souffle épique et cetera et il y a un désenchantement de cette prophétie et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, après voilà, il y a peut-être encore d'autres répétitions, mais on y viendra peut-être, mais
C'est des choses que j'ai entendues qui gênaient pas mal les gens, et que moi j'ai trouvé au contraire très intéressantes pour ces raisons-là. OK. Tout ce qui est de l'ordre de la répétition, moi, c'est encore une fois, c'est j'ai l'impression que c'est pas tellement ce qui m'a gêné, hormis, Pareil, hein, c'est ce que j'allais dire, hein. comme l'a dit Vincent, le, mmh, le côt enfin la récupération, de la famille sur le bateau, ouais bon, OK, ça, effectivement, ça n'apporte pas grand-chose et en plus, c'est, vraiment une répétition pour le coup et enfin, ça se voyait quoi. Oui. Après encore une fois, c'est vraiment pas ça qui m'a gêné, c'est vraiment et d'ailleurs, je pense que le climax, j'avais l'impression est à l'image de ce qu'est le film, à mes yeux. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que tout va tellement, trop vite. Pourtant, on pourrait se dire, ça dure 3h17. Alors oui, déjà, c'est le plus long des Avatar. C'est probablement, je sais j'ai pas vérifié, mais j'ai l'impression que c'est le plus long film de Cameron ou alors c'est Titanic, mais je suis pas sûr. Non, c'est le plus long, je crois, hein. Ouais, ouais, voilà, c'est le plus Ouais. long. Et en fait, je peut-être que j'ai trouvé ça, trop dense en termes d'idées parce que le film veut parler d'une blinde de trucs. C'est-à-dire que il veut parler de racisme, il veut parler de terrorisme, de fanatisme, de religion, de peuples opprimés, il veut parler de tellement de choses qui, pour certaines, sont plus ou moins déjà abordées dans les 2 précédents et pour, d'autres, j'ai envie de dire, il y a quand même beaucoup de choses qui sont ajoutées en plus et qu'on n'avait pas, vu évoquées, dans les 2 précédents. Mais, j'ai l'impression qu'en termes de montage, si je dis pas de bêtises, il y a 5 monteurs sur le film, Ouais. heu Exactement. et en fait, je suis conscient qu'il a eu, je sais pas si ça a été annoncé, mais à mon avis, il a un nombre incalculable, de minutes, voire d'heures de rush, qui doit être colossal parce que pour moi, il y a vraiment je sais pas s'il y a on peut pas appeler ça Alors, des problèmes de montage, je mais ça va beaucoup trop vite, quoi. ouais, je rebondis juste là-dessus, alors je sais pas, combien d'heures de rush il a, mais, j'ai cru comprendre que son premier montage, et durait, entre 20 et un peu plus de 20 minutes de plus, qu'il a dû couper, OK. bah, pour des raisons d'exploitation, au Ouais, ouais, cinéma et ouais, cetera. Donc ouais. ça explique peut-être pourquoi il y a des choses qui passent un petit peu à la trappe ou qui sont expédiées un peu vite, je pense. Notamment, on voit à la fin, enfin, on a un espèce de tableau avec, beaucoup de navis qui sont morts et il y en a 2 ou 3 genre, visiblement sont morts pendant cette bataille-là et j'étais en mode: «Ah mais je les ai pas vus mourir». Oui, 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 oui. Ouais, ouais, Donc ouais, bah, ouais, c'est je ça, pense que c'est un peu Ouais. ça qui est c'est ça. passé. Et ce qui est dommage, c'est que encore une fois, ma déception, du film, elle est sur ce côté-là principalement. C'est vraiment qu'à la fin, je sentais que ça allait beaucoup trop vite et comparé, comme tu le disais très bien et comme j'avais rebondi là-dessus, pour moi, la meilleure partie du 2 c'était justement où ça se posait, en Ouais, fait. Et même, dans le premier que j'ai pas revu depuis longtemps, mais j'avais souvenir qu'il y avait un enchaînement des péripéties qui était plus, je sais pas, plus cohérente, plus fluide, plus organique et cetera. Là, j'ai l'impression que ça va, ça va beaucoup trop vite. Ce qui est d'autant plus dommage qu'il y a 2 ou 3 séquences dans le film que je trouve vraiment excellentes, quoi. On va en parler peut-être, juste après, si vous voulez ouais, embrayer là-dessus. Bien Mais, sûr, oui. la tentative d'infanticide, sur Spider, je trouve que c'est, une très belle séquence. Mais le truc, c'est que c'est noyé Mmh. dans un flot d'informations où il vient déjà de se passer un tas de trucs et là, ça se pose un peu. On se dit: «Ah, là, il y a un duel, il y a un dilemme intime et cetera». En plus, bizarrement, moi, à cette séquence-là, j'ai vraiment cru qu'il allait le buter. Je sais pas pourquoi, ouais, ouais, moi aussi, mais, ouais. J'y ai je trouve cru que aussi, hein. ça marchait. Je trouve que ça marchait très bien. En plus de ça, il y a effectivement beaucoup de gens en ont parlé que Varang, qui est du coup le nouveau méchant, enfin le nouveau, en tout cas, la nouvelle grosse antagoniste, de la saga qui intervient à partir du 3 et qui, est le penchant mauvais de Neytiri. Ouais, Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, Neytiri est peinte elle s'est peint le visage en rouge, comme le peuple des cendres en soi. Et à un moment donné, quand Jack, emmène Spider dans la forêt et qu'il lui dit: «Bon viens», et en fait, il est prêt à le tuer. Neytiri vient de comprendre ce que son mari est en train de faire parce qu'il l'a prévenu et tout, mais là, elle se rend compte des choses alors que c'est elle, à la base, qui
hait Spider, parce qu'on parle quand même de Mmh. haïr quelqu'un. Neytiri à la base, Oui. vraiment, elle a de la haine pour cet être humain, juste parce qu'il est différent, en fait. Mais encore une fois, c'est noyé dans ouais, trop d'informations pour moi, vraiment Bah, beaucoup trop, quoi. alors juste pour rebondir sur ce que vous avez dit par rapport aux redondances, pour moi, il y a des redondances, mais comme Axel, je ne pense pas que ce soit le cœur du problème, en tout cas à mes yeux, ce qui me dérange le plus. Parce que pour les redondances, là, histoire de les avoir mis un peu à plat, on peut en remarquer plein. C'est-à-dire que déjà, par exemple, pour moi, l'enjeu entre Jake Sully, Quaritch avec, le fils Spider qui peut potentiellement désamorcer le combat, il ressemble à celui du 2. On a, par exemple, le questionnement de Kiri sur ses origines qui continue. On l'avait déjà un petit peu, dans le 2 avec Eywa. Hem, Jake Sully qui est partagé entre le rôle de père, de chef de clan. Loak pareil qui lui continue d'être une sorte de paria comme la baleine. Mais en fait tout ça me dérangerait pas tant si j'avais le temps en fait de rester avec ces personnages. Parce que là où je vais te rejoindre Vincent, concerne l'idée que la répétition, en fait ça peut créer de l'émotion et ça peut justement, appuyer même ce que le volet précédent, disait. Mais si on prend le temps quand même, d'affiner la répétition, parce qu'en fait par moment j'ai juste l'impression qu'on est sur des répétitions qui s'enchaînent et en fait un peu comme Axel, j'ai pas vraiment le temps de m'immerger dans la situation suffisamment pour que l'émotion, me reste en tête. Là par exemple juste pour citer, une scène, bah, je vais typiquement reprendre, la scène dont tu parlais Axel avec, la tentative, d'infanticide, hein, comme tu dis sur Spider. Mais par exemple, on a aussi, les scènes de discussion avec Loak, pour potentiellement aller sauver la baleine. Mais en fait, comme ça dure pas autant que dans le 2, je saurais pas expliquer pourquoi, mais je reste davantage à distance par rapport à ce que Loak veut faire, par rapport à son engagement, du coup, tout l'aspect pacifique du récit qui me reste moins en tête que dans le 2. Mais là où maintenant j'y vois quelque chose d'intéressant et c'est vrai que, depuis que je l'ai vu, ça me reste pas mal en tête. Je pense que cet Avatar se rapproche peut-être le plus du western, dans le sens où on est vraiment sur un film, monde, mais aussi au sens social. C'est-à-dire que on a vraiment, des groupes différents qui sont amenés à comme ça, à se corréler, alors je veux dire à suivre des trajectoires qui vont s'entremêler, que ce soit les humains, donc l'armée, Ouais, dans le western, ce serait, bah, voilà, enfin typiquement ce serait le shérif, et cetera. On a, les Indiens en soi qu'on connaissait, hein, qui étaient, les Na'vis et on a une autre tribu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce volet, on a presque l'impression que les Na'vis tels qu'on les connaissait, en fait, dans les 2 premiers, vont venir jouer un petit peu le jeu, de ceux qui d'habitude, occupent la place justement, des blancs dans les westerns. C'est-à-dire qu'on a ce passage que moi je trouve formidable où Neytiri va venir se maquiller un petit peu comme un blanc qui se maquille comme un indien pour aller ouais, infiltrer, la tribu qui est problématique et en fait, un tout red ce truc face. ouais, mais non, mais c'est ça et c'est-à-dire que, tout ce questionnement autour de Neytiri par rapport à son éventuel racisme envers les humains, je trouve ça super intéressant parce que, pendant un instant, on voit que Neytiri, elle est aussi animée par des sentiments contradictoires, tu vois? Comme un blanc peut avoir, dans un western envers un indien, qui veut absolument chasser et c'est vrai que là, vraiment, je trouve, que Avatar 3 en vrai, même si on était déjà, proche du western avant, il y a un peu de ça et notamment, dans cette scène justement qui est très bien et bah, là typiquement pour dire du bien du film, hem, où, donc le personnage de l'antagoniste dont j'ai oublié Varang, voilà. Varang va essayer les armes à feu de Quaritch et on a ce moment hallucinant où elle va venir utiliser un lance-flamme. Mmh. Je veux dire, là, pour le coup, je C'est trouve un que plan ça qui est très donne évocateur, oui, bah, c'est ça, c'est non seulement un plan évocateur, mais
Bah, ça, enfin, mine de rien, ça montre aussi la différence entre ce peuple et l'armée, tout ça pour dire que, en l'espace d'une scène, on nous montre bien la différence entre Quaritch, Na'vi, les Na'vi tels qu'on les connaît et aussi ce peuple-là, tu vois? On arrive bien à dissocier les 3 factions, différentes et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette scène, là-dessus. Mais Ouais, après sur les répétitions, je vous rejoins globalement pour finir, là-dessus, je pense pas que ce soit le cœur du problème et du coup, je pense qu'on peut, peut-être entamer sur, le côté effréné du récit. Parce que pour moi et d'ailleurs, Vincent, tu le disais, on est sur le film de la saga qui est le plus centré sur l'action, je pense, largement. qui vraiment enchaîne des scènes d'action. D'ailleurs, on a une scène d'action au début qui est ultra spectaculaire, hein, peut-être la meilleure scène d'action à mes yeux, la scène aérienne. Et bah, Ouais. pour moi, c'est autant une qualité qu'un défaut. Parce que du coup, parfois, ça me perd totalement dans l'intrigue, quoi. Alors, je sais pas ce que tu en penses, toi, par exemple, Vincent? Bah, alors attends, parce que là, j'ai énormément de choses à dire, à rebondir sur ce que tu dis. Déjà, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté un peu western avec les différentes tribus indiennes, et cetera. Enfin, c'est rigolo parce qu'il y avait déjà un petit truc dans le 2 au début avec l'attaque du train. Ah bah, littéralement. Ah Voilà. bah, oui. Et là, on a donc cette attaque des ballons. Une attaque de convoi presque, hein. Voilà, C'est presque ça, hein. c'est l'attaque de la diligence en fait, sauf que là, elle vole, la diligence. Mmh. Et qu'on n'est pas d'autres chevaux, mais de ptérodactyles, quoi. Enfin, et effectivement, voilà, il y a tout ce rapport avec les tribus autochtones, les blancs colonisateurs, et cetera. Plein de rapports qui s'inversent. Enfin, c'est hyper intéressant. Et, et d'ailleurs, Varang, quand la fameuse séquence où Quaritch lui donne des armes, alors c'est intéressant sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que déjà, je trouve, il y a un petit parallèle à faire avec ce que je l'ai revu l'année dernière, avec Aliens, donc le deuxième film de la saga Alien qu'a réalisé James Cameron, où il y avait une séquence, je sais pas si vous vous rappelez, où Michael Biehn, qui joue donc un des soldats là, du commando, Ah, je vois de quoi euh, tu parles. Bah, si, si, donnait, bien oui. donnait un énorme fusil à Ripley Bah, oui. et lui apprenait à s'en servir. Mais c'est la même pose que Ouais, tout à fait. Quaritch et Varang. Sauf que dans la séquence dans Aliens, bon, il y a aussi une petite tension sexuelle, bon, peut-être à sens unique, mais Oui, je pense, ouais. entre les deux. Mais il y a un côté un peu jouissance de se dire: «Ah, ça y est, Ripley, on lui file un gun, elle va déboîter des xénomorphes». Et là, c'est Sauf l'inverse. et là, tu te dis: «Oh mince, il lui file un gun». Surtout Ouais. pas. Donc j'aime bien, tu vois, qui rejoue un petit peu des scènes de sa filmographie comme ça, mais en inversant la donne. Et aussi, il y a un côté, bah, évidemment, le blanc colonisateur qui vient, enfin, voilà, en représentant une puissance étrangère, qui vient donner des armes, d'une technologie, avancée à un peuple, guerrier. Alors ils sont pas, on peut pas dire qu'ils les militarisent, au sens propre parce qu'en soi ils ont déjà une organisation militaire, entre eux. Mais ils se battent, de fait avec des flèches et des couteaux, donc ça reste des armes Heu, blanches et là on leur file, bah, des gros fusils d'assaut et des lance-flammes, donc on est sur un autre truc, leur, leur niveau social évolue presque, et donc ça enfin je trouve que ça rapproche un peu, hem, d'un discours sur la voilà, l'instrumentalisation et la manipulation de peuples, autochtones, au profit, voilà, d'une puissance étrangère coloniale. Là, ils s'en servent pour, capturer Jake Sully qui, à la fois résulte d'une quête personnelle de Quaritch, qui cherche à se venger et aussi, on l'apprend plus tard, que, les humains le considèrent vraiment comme un traître à sa race. Il y a toute une séquence assez évocatrice où il est filmé,
par toute une foule en délire, la générale là qui est jouée par Edie Falco qui pose, qui prend la pose devant lui, une pose victorieuse comme ça, comme si, c'était un Oui, c'est trophée vrai, quoi. oui. Et dans tout ça, le Varang et donc sa tribu du feu, bah, ils sont là à côté, fièrement à côté des militaires humains. Mais ils sont contents d'être là. Mais ils sont contents d'être là aussi parce qu'ils sont heureux de pouvoir utiliser leurs nouveaux jouets, en métal. Mais en même temps, ils gagnent une importance alors qu'ils étaient «rejetés» entre guillemets par, les Na'vi et et par Eywa. Donc voilà, il y a tout un côté instrumentalisation que je trouve hyper intéressant et bah, on disait tout à l'heure que Avatar est un scénario qui peut paraître simple, mais sous cette apparente simplicité, il y a aussi beaucoup de complexité. Mais Hem, ça a toujours été le cas en plus, hein, depuis le premier, c'est voilà et hem et donc je reviendrai peut-être sur Neytiri après, mais pour répondre à ta question, Will, sur le côté action, en fait, j'ai revu Terminator 2, cette année et heu et en fait, ça m'a pas mal fait penser à Avatar 3 parce que c'est aussi un film qui est très chargé en action et où les personnages sont, constamment en mouvement. Où en fait le script, voilà, rythme sa narration au gré de séquences d'action, parfois complètement, dantesques. Hem, où on a l'impression qu'on a jamais le temps de respirer. Et du coup, alors dans Avatar, enfin c'est encore plus dense quoi, ce qui est peut-être un souci, par instant, mais j'ai trouvé qu'on pouvait rapprocher un petit peu, ces 2 films-là sur leur structure et je trouve qu'Avatar globalement, même si pas tout est brillamment exploité, s'en sort quand même assez bien. Tu l'évoquais Axel, avec la séquence de tentative d'infanticide sur Spider. Elle intervient après, toute une scène d'infiltration et de sauvetage, donc de ouais. Neytiri qui part sauver Jake et Spider dans le Qui pour le camp coup, en termes de humain. mise en scène, est vraiment folle, hein, celle-ci, Ouais, c'est aussi, hein. c'est c'est génial et donc là, on a enfin un peu le temps de respirer et en fait, blam, d'un coup, on te dit: «Ah bah, ça y est, en fait, là, c'est le moment, il faut tuer le gosse» et là, tu es un peu pris de court, tu te dis: «Oh mon Dieu, mais quelle horreur!» Et en fait, la séquence, elle dure, je trouve, parce qu'il fait durer ses plans avec Jake qui avance au fur et à mesure dans la forêt, avec Spider pour Et trouver c'est un pour ça que j'aime coin, beaucoup, ouais, c'est que ça dure, quoi, ouais, ouais. contrairement aux autres Là, il fait séquences. bien, bien durer. En plus, tu as ce montage alterné avec Neytiri qui se nettoie le visage, et je trouve que ça marche vraiment très, très bien parce que enfin, moi, honnêtement, je vais vous le dire, c'est la séquence où j'ai lâché ma larme. C'est-à-dire le moment où Spider, comprenant que c'est plus la peine d'essayer de résister, il demande à Jake s'il l'aime encore. Alors là, j'ai craqué, On avait perdu le heu, Vince là. voilà, c'est-à-dire que vraiment jusqu'au dernier moment, j'étais en mode: «Ah purée!» mais hem, mais tout ça est hyper intéressant parce qu'en plus Jake, au début, il était contre, hein, l'idée de tuer Spider. Il disait: «Non, non, on va trouver une autre solution et tout» et c'est parce que c'était Neytiri qui le poussait à le faire, qui était guidé par cette haine. C'est à la fois une haine de la race humaine, mais aussi je pense que, son fils aîné Neteyam, qui était décédé à la fin du 2, n'ayant pas été sauvé donc par Eywa, elle devait déjà à la fois faire son deuil en se résignant au fait que c'était peut-être la volonté d'Eywa que son fils meure, mais en plus, Spider, qui est un humain et qui normalement ne peut pas respirer, heu heu, n sans artifice, sur Pandora, est sauvé par Eywa, lorsque son masque respiratoire est déchargé. Et donc je pense qu'il y a aussi un côté, Neytiri, de jalousie presque. Elle se dit: «Mince, mais mon fils a dû mourir et lui, il est sauvé par Eywa» et donc ça alimente toute cette haine,
le feu de la haine, hein, finalement, c'est un peu le grand symbole du film. Ouais. Heu et heu et non, et du coup, elle a tout un parcours où elle finit par accepter Spider comme étant, vraiment un membre à part entière de la famille Sully et heu et comme étant un humain finalement qui s'intègre au peuple Na'vi. Mmh, Et j'ai trouvé ce parcours assez puissant. mmh. Bah, disons que ce qu'il y a de très beau sur tout ce passage-là, c'est que Jake, lui impose aussi, de prendre conscience que lui reste avant tout un humain et qu'elle devrait le regarder peut-être d'abord comme un humain aussi. Mmh, Parce qu'il est Navi, mais c'est ça. il est né humain et il garde en lui, tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de plus humain en fait, C'est ça, il lui dit: «Mais alors ça veut et dire que qu'elle tu aime me chez lui. détestes au fond?» Enfin, te c'est Mmh. Ouais. Ah ouais, non, mais de toute façon, je te rejoins, sur ce que tu as dit et probablement la scène que je préfère moi du film. Pas trop ouais. de Non, puis doute en là-dessus. plus, c'est intéressant parce on en a même pas parlé, mais à l'intérieur du film, il y a littéralement des bouts de scène des anciens films qui sont remis dedans, genre, comme des Oui, flashbacks Ouais, et c'est marrant que une des scènes flashback qui est revenue, c'est le moment où Neytiri met, un masque à gaz à Jake Sully dans le premier à la fin du premier. c'est vrai. Donc mmh, en fait, c'est marrant que, il y ait ça et en miroir que Spider, lui, ait plus besoin de masque pour, respirer et en fait, on peut imaginer qu'en fait, Neytiri, à la base, justement, c'est celle qui est tombée amoureuse d'un humain, en fait et Ouais, que du coup, elle se redit peut-être ça en tête, lorsque au moment où Jake Sully est parti avec Spider dans la forêt, elle se redit: «Non mais attends, tu déglingues complet dans ta tête là. Non, non, ça va plus du tout» et je pense qu'il y a de ça aussi qui joue. Par contre, j'aimerais bien, juste, insister sur le fait que, là, on parle d'une scène qui est effectivement très belle au milieu du film. Moi, j'ai encore beaucoup de réserves, mais je ne saurais pas trop, formuler à part, comment dire? Dire sur ce truc de en fait, ça va beaucoup trop vite pour moi et on en parlait en off avec William, juste avant. C'est, enfin, des passages typiquement où, par exemple, quand on est au début du film, à un moment donné, il y a une discussion de famille entre, Neytiri, Jake et les enfants et Jake et Neytiri commencent à se dire: «Non mais Spider, on va pas le garder parce qu'en fait, si on le garde, les humains vont à chaque fois venir vers nous et tout machin». Et en fait, c'est un questionnement qui est hyper intéressant, mais qui est évacué d'un coup en mode: «Ah bah, en fait, il est temps de voyager, ils viennent d'arriver et bah, on va partir en voyage, ça y est». En fait, alors, ouais, il y a plein de moments comme ça qui sont hyper, enfin, c'est là c perturbant, quoi. mais c'est là-dessus, bien. c'est pas qu'ils se demandent, s'il faut le faire partir. Ils disent: «Non, non, on va le faire partir, on va l'envoyer se cacher, ailleurs». Ouais. Et puis, bah, tout de suite, en fait, il y a la tribu du vent qui arrive pour l'emporter et ils disent: «Mince, qu'est-ce qu'on fait?» Parce que les enfants étaient pas prévenus de ça évidemment, les 2 parents ont décidé tout seuls. Mais c'est vrai que ça arrive un peu rapidement après, bon, c'est Bah, en fait, j'ai trouvé, que c'était trop rapide. Alors, peut-être que encore une fois, je pense que je 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 commence à percevoir pourquoi tu as aimé le film, Vincent, mais le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est juste une différence de perception, en fait. Moi, je ouais, pense ouais, que non, complètement. la rapidité, du truc m'a empêché de percevoir, quand même les, grandes qualités du film, parce qu'il y en a quand même, mais le truc, c'est que ouais, la rapidité du truc, Mmh, dans l'ensemble m'a complètement, et on va reparler du climax, mais peut-être, je te plus rejoins, tard pour finir. mmh. Mais, typiquement, parce que je pense qu'il est quand même temps d'en parler, parce qu'on n'en a pas parlé depuis, tout à l'heure, mais le personnage de Varang, du coup, j'ai alors que pourtant j'adore son incarnation de manière générale, donc elle est interprétée par, Oona Chaplin, si je dis Mmh. pas de bêtises. Ouais, Hem, qui est vraiment, une actrice, moi que je trouve géniale de base, mais qui là, je trouve, elle crève dé l'écran, hein. ouais franchement, en termes de jeu, même de gestuelle, de façon de se mouvoir et cetera, Elle a un côté très c'est félin, elle a un côté très félin et c'est bizarre parce que alors j'ai vu ça un peu sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'ils ont enfin que les gens n'ont pas tort. C'est peu j'ai l'impression que c'est le personnage quand même le plus sexué de la filmographie de Cameron. mmh, C'est c'est Mmh. hyper, Bah, presque il y a un côté érotique mais de complètement. base
je te dirais peut-être Ripley un peu dans Aliens quand même, mais ouais, Mais là, en fait, il y a un côté directement, comment dire? Parce que ça vient aussi avec le côté bestial, bien sûr. du fait que ça soit une Navi, Ouais. mais je on va parler enfin, il y a plein de séquences qui évoquent ça, mais ne serait-ce que, la prise de drogue, de Quaritch à l'intérieur de Alors ça, l'antre de cette séquence Varang. hallucinatoire, je m'attendais pas à voir ça dans Avatar, hein, je vous avoue, Ouais, 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 mais Ah oui, c'est en plus, c'est un peu borderline, hein. Moi, j'avais presque l'impression de voir une série B à ce moment-là. J'étais en mode: «Ouh là là, qu'est-ce que ouais, c'est? Qu'est-ce que c'est ce». mais j'aime bien, tu vois, la différence de ton, je suis là: Oui, «Ah, OK». je comprends. Non, mais je mmh, comprends. mmh. Et au moins on peut pas, dire que c'est pas osé, tu vois? Ouais, ouais, C'est ouais. genre, vraiment Le c'est, le en le l'occurrence, c'est vraiment le cas. le Mais le truc, c'est que, je sais qu'évidemment, il va y avoir un 4 et un 5. Je pense, si ça marche, je pense qu'il va continuer. Mais le truc, c'est que je c'est frustrant dans la manière dont elle est évacuée du récit, je trouve. Donc c'est ça, moi, qui il y a plein c'est une des choses qui font que je ressors frustré alors, à la fin d'Avatar 3, quoi. Donc j'aimerais avoir votre avis je là-dessus. ouais, en fait, je comprends totalement ta frustration parce que je la partage un petit peu dans la mesure où on a une antagoniste, aussi, charismatique, qui incarne, voilà, pas mal de choses intéressantes qui, au petit à petit, non pas, disparaît du récit, mais s'efface au fur et à mesure derrière, Quaritch et toute l'armée, humaine. Heu, donc c'est frustrant parce qu'on aimerait, davantage la voir à l'écran, faire des choses impressionnantes et cetera. De ce point de vue-là, je suis d'accord. D'un autre côté, du coup, je pense que ça a du sens par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où, où à partir du moment où on lui file les armes, elle devient totalement instrumentalisée et donc c'est quelque part un peu normal qu'elle s'efface derrière, Mmh. Quaritch et les humains. Ben, Mais je comprends ce que tu veux dire aussi, hein, mmh, c'est à bah, tu double vois, tranchant. heu, en ce qui concerne Varang, je rejoins Axel et je suis très frustré, devant le film. Mais je dois dire qu'il y a un parallèle, presque, intéressant par rapport au premier Avatar avec, Jake qui se lie, Ah mais romantiquement, enfin tout ce que complètement. vous voulez, hein, avec, Neytiri. Parce qu'en soi, ce que fait Quaritch, on est presque sur un miroir inversé, hein, Ah encore oui, un oui. peu comme, dans le deuxième, puisqu'il va être attiré très clairement par, par Varang et la Beh, figure masculine va prendre le ouais. dessus, en fait, sur, qui est Varang, tu vois? C'est-à-dire que une fois qu'il lui montre les armes et qu'elle comprend que pour avoir plus de pouvoir, il va falloir être, Ouais, soumise à lui, c'est ça. ben, du coup, il reprend la place du film, quoi. Il Mais reprend je la place me de l'antagoniste. mais je me demande si à partir de la scène de prise de drogue, on va appeler ça Mmh. comme ça, je me demande si à partir de cette scène-là, parce qu'il y a clairement c'est une relation que je trouve, un peu, comment dire? Toxique XXL, Oui, on va pas se mentir. complètement, complètement. Donc et le truc, c'est que je me demande s'il n'y a pas un côté, alors relation, de domination-soumission, mais genre, plus enfin et en plus de ça, à partir Mmh. de la prise de drogue, moi j'ai au contraire l'impression que Varang on a l'impression qu'elle veut soumettre, Quaritch. Alors évidemment, Oui. Ouais, il y bien a un sûr. désir de vouloir, comment dire? Prendre sa revanche sur Eywa et cetera parce que comment dire? Elle n'a plus du tout foi, en, la déesse, de Pandora, on va dire ça comme ça. Mmh. Et mais le truc, c'est que j'ai quand même l'impression que c'est parce que, enfin, honnêtement, la scène de prise de drogue, c'est limite si elle je vais sortir les grands mots, mais c'est limite si elle le viole pas, quoi. Enfin, Oui, il y a un peu un truc comme ça, mais quoi, elle a j'ai un pouvoir l'impression. un peu comme ça, tu sais, quand elle branche sa tresse, sur les autres pour les Mais faire oui! souffrir, il y a un côté Mmh un peu viol de l'esprit, je trouve. Ah mmh. bah, complètement, c'est un peu ça. En Donc soi, le ouais. personnage rappelle un peu une sorte de prêtresse, chamane, Ouais, c'est tu la vois? sorcière, quoi, c'est la Ouais, ouais, figure ça de la peut avoir sorcière. ouais, vraiment, hein. Mais Sorcière, ouais, ouais, je suis totalement d'accord. En fait, elle essaye d'envoûter, Quaritch,
Sauf que, bah, en fait, Quaritch, il est très puissant, il a pas un esprit, Ouais, faible et au final, c'est Mmh. elle qui se retrouve envoûtée, dès lors que tu lui mets entre les c'est vrai, mains, c'est vrai. l'objet en métal qui fait le Mmh. tonnerre, comme elle dit. Heu et et oui, par rapport à la structure en miroir, de Jake et Neytiri, là où eux, dans le premier étaient incarnaient un espèce de d'amour, totalement pur, parce qu'en plus c'était 2 enfin, bon, elle savait peut-être pas qu'il était humain au début donc OK, mais normalement ils avaient rien à faire ensemble et on était vraiment ils se rapprochaient vraiment par, de vrais sentiments, quoi. Et là, à l'inverse, on est vraiment dans la perversion la plus totale, quoi. Ça marche uniquement par, la manipulation, le sexe et cetera et Ouais, c'est ça, ouais. donc c'est vraiment le voilà la face sombre d'un peu de Jake et Neytiri avec, Quaritch Ouais, c'est et vrai, ben, c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Comme quoi, on sait quand même en dire un peu de positif, Ouais, avec non, Axel. mais du coup, c'est pour ça que c'était intéressant d'inviter Vincent sur le podcast. C'est que du Ah mais bien coup, sûr, hein. vu qu'il a aimé le film, on on essaie d'amener une discussion plutôt que, on va dire, Mmh. se bastonner. Mais, Non et puis non, je non, mais pense du coup, que c'est enfin ça je qui est pense que ça aurait pas intéressant. beaucoup d'intérêt, tu vois, Ouais, voilà, de exactement. C'est qu'on essaie de parce que moi, du coup, j'essaie en même temps de comprendre pourquoi j'ai pas aimé le film et pourquoi certaines séquences, je les ai aimées quand même, tu vois? Parce que mmh c'est hyper, parce que mine de rien, on a vu maintenant sur, quasiment, on va dire, allez, sur 4 jours, on a vu, les retours, que ça avait donné et globalement, j'ai l'impression que c'est le film qui divise le plus, hein, depuis de le la début saga clairement, de hein. la saga, ouais. Ouais. Ah Donc, des 3 oui, hein. c'est Mmh, aussi intéressant de noter ça, quoi. Mmh. mmh. Après, je sais pas ce qu'il en est de votre côté, mais, je sais que dans mon entourage, j'avais enfin je connais des gens qui reprochent encore, qui reprochaient à la sortie, du premier Avatar, je pense à mon père, que ça racontait pas grand-chose, tu vois? Parce Ouais, ouais, qu'on ouais. avait déjà vu ça et que, oui, ça reprenait, une structure narrative classique, Ah, ça fait un peu Mmh. penser à Danser avec les loups, c'est sûr, mais Ouais, c'est bon. ça, mais voilà. le problème, c'est que ce genre de entre guillemets, «ce genre d'argument», tu peux l'appliquer à Bah, à 500 plein 000 de films, films, quoi. bien sûr. C'est ça le truc. Bah, typiquement au western, Voilà, c'est ça. si tu regardes les films de John Ford, on va prendre, je sais pas, La Chevauchée, Le Convoi héroïque par exemple, La charge héroïque. La Charge héroïque pardon et bah, typiquement La Prisonnière du désert, même si La Prisonnière du désert est un film théoriquement, plus passionnant je trouve et voilà, mais dans l'idée, on reste sur une histoire, toute simple, d'un type qui veut aller tuer des indiens, qui veut, s'accaparer une partie de leur territoire, tu vois? Et qui Donc a été, reprise, maintes et maintes fois voilà. et c'est pareil, enfin, on peut dire ça, tu vois? Par exemple, Mad Max Fury Road, c'est presque, enfin, il y en a beaucoup qui avaient comparé ça avec, La Chevauchée Fantastique, tu vois? Genre, c'est la même course, enfin, tu vois? Enfin, il y en a qui disaient: Mmh. «Ouais, il reprend les mêmes petites licenciées et tout». Mais après, ouais, Mais c'est parce qu'il y a c'est une s Bah, approche mythologique du récit avec plein de symboles et c'est cetera, mmh, ça, donc c'est mmh, ça. mmh. Mais ouais, encore une fois, ouais, c'est toujours intéressant de voir que c'est des films qui peuvent, alors que pourtant ça fait peut-être partie des films les plus grand public qui soient, Ouais. peuvent, autant, frustrer, certains spectateurs et c'est encore plus le cas avec le 3. Mmh, je pense, moi je pense potentiellement que c'est dû à la durée aussi, parce que 3h17 quand même, c'est assez long et puis, ouais, il y a un côté où, moi j'en ressors toujours, enfin j'ai encore ce côté, ce sentiment de frustration, quoi. C'est-à-dire j'ai mmh. vraiment ce Ah ouais, sentiment je de comprends. frustration Mmh, mmh, qui m'empêche de voir, malgré tout les mmh. qualités, du film parce que, Ouais. Mais bah, mine de rien, c'est se dire que James Cameron a quand même on va dire, 70 piges et ouais, qui fournit des scènes d'action, aussi, Mmh. aussi, «burnées» entre guillemets, Impressionnant, c'est ouais. pas rien, quoi, tu vois? il y a un côté où on avait l'habitude dans le un et le 2 de vraiment se poser sur le côté, culturel Ouais. des navires. On avait vraiment, toute une phase d'apprentissage où c'était vraiment apprendre les gestes des navires, leur communion avec la nature et tout. Et là, on est vraiment on épouse une structure en mouvement, perpétuelle à la Terminator 2
et beh, c'est normal que ça puisse décontenancer et d'autant plus que voilà, le film, on l'a évoqué et parle d'énormément de choses et donc c'est pas facile de faire coexister, tout ça, en même temps avec une telle structure et donc je pense qu'il y a un côté, voilà, où tu t'attendais pas forcément à ce que le récit, parte comme ça Mmh. et en plus, le deuxième il arrivait quand même, plus de 13-14 ans après le le Ah ça, faut en le parler aussi. le Ah oui, 1er. oui. Là, on est seulement, 3 ans plus tard, sur 2 films qui ont été tournés en même temps en plus et Ouais, qui à la base étaient un seul et même scénario et donc en fait, on n'a pas tout à fait les mêmes attentes et les mêmes, et la même appréhension, ouais, du bien sûr. récit et je pense qu'il faut un petit peu enfin ça demande un peu d'adaptation, quoi et en fait si l'adaptation elle fonctionne pas sur toi, dès le début, je peux comprendre que du coup tu aies du mal un petit peu à rattraper le train, tout du long, quoi. Même si ça te rechoppe par Complètement, ouais. moments et Mmh. cetera, quoi. Mmh. Ouais, Et c'est ouais, pour ça qu'un complètement. deuxième visionnage, je pense, pourrait, réconcilier certaines choses, mais Mmh. Ouais. Après personnellement, je commence à me demander si ma rétine s'est pas un peu trop habituée aussi à ces images, tu vois? Et c'est vrai que je Ouais, perds ouais. c'est ça. le plaisir de regarder tout ça par moment. En fait, ça dépend vraiment des scènes, mais je me sens à distance, tu vois? Je sais pas, de certaines démonstrations de mise en scène, en fait. Mais c'est ça le truc, c'est Et que c'est ouais, il y avait un côté quand on est arrivé dans la salle pour regarder Avatar 2, 13-14 ans après, c'était, à nouveau un émerveillement pour les images et en plus il y avait un gap technologique qui avait été fait en plus bien et sûr. là, donc en fait, nos yeux se sont presque habitués alors en fait, on le prend pour acquis et c'est ça qui est terrible. On le prend pour acquis alors que enfin, c'est quand même extraordinaire ce qu'il nous pond visuellement. Moi, je suis encore assez fasciné de tout son travail avec l'eau, les vagues, la matière, enfin, Mmh. c'est une folie, mais même je trouve que sur les visages, il s'est encore amélioré. Mais enfin, aujourd'hui, à Hollywood, qui propose ça? Enfin, je suis allé voir, sur Letterboxd un peu les gros films d'action américains qui sont sortis sur les 5 dernières années. Bah, force est de constater qu'à part Avatar 2 et 3, il Ouais. y a pas d'aussi gros spectacle et en plus, un spectacle comme ça, est censé être ultra grand public qui t'inclut une séquence de tentative d'infanticide et de tentative de suicide, d'un adolescent, j'en connais pas beaucoup, hein. Ah, disons qu'on peut aussi avoir du respect pour lui parce que, faut rappeler qu'Avatar est malheureusement ou heureusement, ça dépend selon certains, mais quand même un peu sous l'emprise de Disney aussi, Bah, ouais, hein, et Mmh. ouais, il Ouais. arrive quand même à nous mettre des scènes, un peu dérangeantes Mais c'est ouais, et mais ouais, c'est le seul c'est tout à son honneur. c'est ouais, ouais. c'est le Mais c'est le seul, seul hein. qui a des libertés aussi parce qu'il s'est barré en Nouvelle-Zélande, pour le tournage, quoi. Heu, C'est ça le truc, quoi. Mmh. Donc d'ailleurs, Miller a des libertés parce qu'il tourne pas aux États-Unis, quoi. ouais. Donc Mais tu vois, le côté Disney, malheureusement pour moi, je le ressens un petit peu quand même de temps en temps dans Avatar et là, je pense, même si on l'a évoqué partiellement, vraiment au climax du film, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on est un peu en pilote automatique moi, c'est même ouais, et je me sens pas du tout concerné, hein, par ce qui se passe malheureusement. Je ouais, sais pas ouais, moi pourquoi ça bah, ça m'a totalement mis à distance, ouais. en fait, moi, c'est même pas ça, c'est j'ai l'impression, j'avais l'impression des fois alors ça commençait un petit peu dans le 2 parce que j'ai pas souvenir que dans le un il y avait ça tant que ça. Ça commençait un petit peu dans le 2 mais là, dans le 3 typiquement, alors que pourtant ça se termine sur une scène que je trouve très belle, qui est celle de la mort du coup de celle qui est jouée par, Kate Winslet, vous Ouais, allez m'aider. Je sais plus comment elle s'appelle. Je pourrais plus dire, Ronald, Ronald, oui, oui, c'est c'est ça. ça, c'est ça. Ronald, mais typiquement la relation entre elle et Neytiri, j'ai l'impression à 2 ou 3 reprises dans le film, j'avais un peu l'impression de voir, entre guillemets «une sitcom» quoi. Genre j'étais là en mode, bon, c'est 2 nanas qui s'apprécient pas trop et en même temps elles essayent, mais j'avais l'impression que c'était pas très, très bien écrit pour être honnête
et mais malheureux mais entre guillemets, contrairement à toi William, par exemple, dans le climax, j'ai trouvé que ça retrouvait un peu de corps, dans la scène de sa mort à Ronald quand, Oui, elle demande à Mmh. Neytiri c'est ouais. de prendre, Mais en fait, je prendre son enfin, enfant. je vois ce que tu veux dire parce qu'on a l'impression que juste elle se crêpe un peu le chignon, C'est ça. bêtement. Mais, faut pas oublier un truc, c'est que en fait, Neytiri, déjà, elle est un peu de descendance, enfin pas royale parce que c'était pas le roi des Na'vi non plus, mais on va dire enfin du roi de sa tribu, quoi. C'est le Heu Toroqmactu. et donc elle arrive, elle s'incruste dans la tribu de Ronal qui, elle, est la chef, et en fait, Neytiri est traitée comme une privilégiée aussi parce que, bah, c'est à la fois des réfugiés et en plus, c'est l'épouse de Toruk Makto. Ouais. Donc tu te doutes bien que va il y a quand même une rivalité, d'ego, entre les 2 quoi. Ouais, ouais, mais en fait, je trouve ça pas si bien exécuté que ça. Je comprends, hein, ce que ça veut dire et Peut-être, tout, hein. Mmh. mais je trouve pas ça, si bien exécuté que ça Ça et concerne plus les dialogues pour moi, tu vois? ouais, voilà, c'est Là-dessus, ça. J'avais vraiment un sentiment de voir, ouais, bon, d'accord, elle se crêpe le chignon, j'ai compris pourquoi, mais c'est pas si bien écrit mmh. que ça. Et par contre, sur la scène de fin, ça marche super bien parce que là, il y a entre guillemets, «en même temps», il y a du remerciement et il y a un espoir derrière qu'elle, elle Il s'occupe bien il y a un du respect fils mutuel de quand même et puis, voilà, un respect, exactement elles comprennent et que c'est de plus grand qu'elles, en fait. c'est ça, c'est ça et puis, mais malgré le fait que, pareil, elle lui demande de garder son fils, mais comme si, en fait, parce qu'on le revoit pas, je crois, le père, du coup, celui qui est joué par, Ben non, on le revoit pas et je crois qu'il Tonowari, voilà, je mais l'ai pas je en suis pas sûr qu'il soit mort parce que bah, non, je l'ai pas vu dans le truc final là. non, non, justement, il est pas mort, mais ça, c'est pareil, c'est un truc, enfin, c'est pas un défaut, mais je me pose question, pourquoi elle lui demande de garder son fils alors qu'il y a quand même le père qui est là, tu vois? Ben, Donc, moi je bon, pense que déjà elle lui demande de s'en occuper, déjà là dans l'immédiat parce que sinon le gosse, oui, là, dans l'immédiat, oui, c'est vrai, c'est il vrai. reste tout seul, sur un C'est vrai. rocher quoi. Mais je pense que c'est aussi une façon de lui dire: «Bon, enfin, je sais pas ce qui se passe peut si autour de mon mari et cetera, mais si jamais tout le monde meurt, enfin, c'est toi qui t'en Mmh. occupes, quoi». Ouais, ouais, c'est peut-être, oui, oui, c'est vrai. Après, ça concerne aussi la vision de Cameron sur la mère, parce que la mère dans ses films est pour lui toujours été très importante et je pense qu'aux yeux du personnage qui meurt, il lui faut une mère et elle veut s'assurer que la mère, soit quelqu'un de confiance quoi, tu vois? Bah, Je le vois d'ailleurs, un peu comme ça, Cameron hein. a perdu sa mère entre la sortie du 2 et du 3. Oh, bah, voilà, oh, bah, d'accord. Ouais. On comprend pourquoi il y a une mère qui enfante, dans le 3. Ouais. Bah, rien bah, de toute façon, rien que Eywa, est l'incarnation de la mère qui nous Oui, c'est tient, la mère de Ouais. Pandore, quoi. voilà quoi. Ouais. Ah, Kiri, pour le coup, Kiri, elle a une conclusion qui est plus entre guillemets «plutôt», satisfaisante. Je trouve Ouais, qu'elle, ouais, ça va. ouais, ouais. Surtout qu'on voit un peu, Eywa, ça m'a fait penser à 2001, Complètement. personnellement. Je 2001 pense que version vraiment Navi. oui, je pense que vraiment c'est pas un hasard. Je pense que Cameron aussi y a pensé, ça me paraît évident. Ça dure un plan, Mais, mais je trouve, magnifique, quoi. ouais, ouais, c'est un beau plan, c'est vrai. Ah, il y a un truc peut-être qu'on n'a pas trop évoqué, Vas-y. c'est le développement de Quaritch. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai, on On a n'est pas pas du tout revenu parlé, plus que oui. ça, ouais, tu raison. Tu raison. Parce qu'en fait, dans le 2, enfin, en tout cas, moi, ce que j'avais vraiment bien aimé et toi aussi, Axel, c'était, sa nouvelle, condition, voilà, de Navi Tout et à fait, oui. sa nouvelle parentalité aussi, où il découvrait qu'il avait un fils, qui créchait chez les Navis. Bon donc on se demandait où ça allait aller, tout ça et moi, ce que j'ai aimé, c'est que, déjà, il prend davantage conscience de sa paternité, c'est-à-dire qu'il accepte réellement, qu'il est père et qu'il a un fils et il essaye de s'en occuper un peu, maladroitement d'ailleurs. Heu, mais j'ai beaucoup aimé son questionnement intérieur où en fait le gars, il est il est dans une crise identitaire totale, mais qu'il n'assume jamais. C'est-à-dire qu'il se raccroche désespérément au souvenir d'un mort, parce que concrètement, il a juste les souvenirs d'un mort, Ouais. insérés par clé USB dans son corps, quoi
Pour pour se convaincre de son identité et de ses motivations, alors qu'en fait, enfin, c'est ce que lui disent, Jake et tout, mais c'est en fait, mec, tu es qu'un réceptacle. Tu as le choix, tu peux faire autre chose, de ta vie et on sent qu'il a un petit peu ce désir-là aussi, peut-être de suivre son fils et cetera. Il même par moments, il se tape dessus avec Jake, à plusieurs reprises et puis à un moment donné, ils arrêtent de se battre, ils disent: «Ouais, bon là, on est un peu fatigué, on va s'arrêter», Mmh. c'est pour qu'ils au fond, ils savent plus vraiment pourquoi ils se battent tous les 2 Mmh. et Mais le j'ai truc, trouvé c'est que du coup ouais, vas-y, ouais vas-y, je te laisse et finir. du coup, à la fin, bah, il a pas encore choisi où il était, mais je trouve que ne pas choisir, c'est aussi un choix quelque part. Ouais, je sais bah, tu vois, c'est ce côté-là où par contre j'ai là aussi j'ai été, même plus que frustré, j'ai été vraiment déçu, quoi. Je me suis dit en fait, il y a parce qu'il y avait déjà enfin, il y avait une amorce de ce questionnement-là quand Ouais, même dans le 2 et je trouve qu'en fait, ça patine un peu dans le 3 quoi. ouais, mais Je vois ce que tu veux dire. Moi, je vois ça plus comme du «patinage» entre guillemets, enfin genre ouais, mais on le je voit sens que vraiment ça se balancer d'un côté et de l'autre, ouais, ouais, d'un je sais pas. côté, il va vers les humains parce que ça l'arrange, d'un côté, il aide les navires parce que ça l'arrange et cetera et Mmh. donc il avance un peu au gré du tu vois, du sens du vent, quoi et puis à un moment donné, je crois qu'il se fait même rejeter par la générale là qui le regarde quand Ouais, il a ouais. la les peintures. Elle dit: «Mais qu'est-ce que vous faites là, Vous croyez, vous croyez où?» Ouais, c'est clair, heu ouais. et Ouais, donc elle le remet un peu à sa place, c'est ouais, assez drôle ça. ouais, ouais et au final, il décide de l'ignorer, totalement, enfin Oui, oui, oui. donc je pense que c'est un personnage, voilà, qui est encore, qui a le cul entre 2 chaises, mais c'est normal, enfin, quand tu es enfin, tu un clone à Bah, qui c'est sûr que c'est pas on t'a évident, quoi. inséré des souvenirs, donc enfin, c'est un C'est peu sûr que c'est pas évident, ça peut mais pas prendre 3 j'avoue, secondes, ouais. mais Ouais, ouais, non, mais je comprends. Mmh. j'ai bien aimé, en tout cas, comment ce questionnement s'était incarné jusque-là et puis on verra où il ira et je pense que, je suis pas sûr qu'il va trancher totalement d'un côté ou de l'autre. Je pense que ça va Bah, il a va priori, Cameron avait annoncé que ça serait le il garderait ce méchant-là pour les 5 films, je crois. Donc peut-être, mais en tout cas, je pense que son ambivalence va aussi se complexifier et mmh. probablement, l'embêter lui beaucoup dans son fort intérieur, hein, mais Bon, on sent que ça l'embête déjà. On sent ouais, que bon, déjà, déjà. Mmh. Bah, me concernant, Quaritch, je le trouve aussi intéressant qu'il m'ennuie un peu, j'avoue parce que, bah, parler du surplace, mais par moments j'ai quand même toujours ce sentiment et que le personnage, ne change pas. Après, je ne demande pas à ce qu'il y ait un bouleversement radical dans sa personnalité ou Bah, quoi, de mais fait, il a pas par rapport au changé, deuxième, mais il a quand même un peu évolué dans sa réflexion, un petit peu, sans se c'est vrai. l'assumer, en fait, je pense. Ouais. ouais, ouais. Ouais, bien sûr, un petit peu. Mais en fait, moi, c'est plus la résolution Ouais, c'est du ça. film En où, fait, j'aurais aimé plus que bah, ça, quoi. C'est en ça. fait, c'est-à-dire qu'à la fin du film, on retrouve quand même, grosso modo, les mêmes enjeux entre lui et Spider, quoi, dans la conflictualité, tu vois, avec Jake, et un peu Loak, Je même trouve pas que s'il est ça a évolué plus tant que ça, en fait, c'est ça le Bah, truc. quand même un C'est peu, quoi. C'est-à-dire mmh, que, déjà, Spider, mine de rien, il le voit aussi un peu plus comme une figure paternelle là-dessus, c'est vrai, ouais. Mmh, et même s'il considère que Jake comme son premier père, quoi. Mais et ouais. voilà et Quaritch, bah, il a quand même un peu bougé parce que il est un peu plus attaché à Spider. Il a aussi changé un peu son rapport avec Jake parce que, bah, mine de rien, il a beau, voilà, l'avoir livré aux humains et tout, bah, le fait est, c'est qu'il lui a pas collé une balle dans la tête, hein, alors qu'il avait l'occasion de le faire à plusieurs reprises. Mmh, Donc voilà, je trouve quand même que c'est un petit peu évolué, mais oui, c'est vrai que, on reste sur un statu quo, presque similaire aux 2 en apparence en tout cas, mais voilà, avec des quand même des mmh. bouleversements mmh. intérieurs, assez intéressants, je trouve. OK, bah, ça peut s'entendre. Moi, j'espère juste que Cameron saura donner une fin concrète au personnage qui soit à la hauteur parce que, en tout cas pour moi, James Cameron, ça reste un cinéaste qui sait quand même, mettre en scène la fin des antagonistes, quoi. Je veux dire, quand tu Ah ouais, regardes ouais, ouais. Terminator 2, le T-1000 quand il meurt, même, le T-800.
ah putain, ça a de la gueule, quoi. Ah, Tu c'est vois? Ouais, exceptionnel, C'est hein. ouais, enfin, ouais. ça reste des scènes qui te marquent, L'arène alien et tout, sur la enfin, durée, hein. Donc ce que j'espère, c'est qu'il saura donner vraiment une conclusion à Quaritch parce que ça fait pas beaucoup de doute, je pense, que Quaritch n'est pas mort. non, non, je pense que Heu, même qu'il y a pas Bah, de non, non, il y a pas du tout de suspense, hein, c'est une sortie bah, de oui. scène, quoi, c'est tout, hein. voilà donc à suivre. Moi, j'avoue que ça m'a frustré un peu, hein, toute cette fin, mais cela Ouais, dit, ouais, moi, c'est pareil, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je comprends Vincent, c'est aussi, pas ouais, ouais, faux, il y a des petits trucs, mais ouais, moi, ça m'a pas ça me suffi sur le suffit pas. coup, Ouais, bah, pareil, ouais. Mmh. Bon, beh, en tout cas, on peut vous conseiller d'aller voir, Avatar 3 faire début votre propre décembre avis. Ouais, pour faire votre propre avis et même si, pour ma part, j'ai des réserves, Axel aussi, vous nous avez entendus, il y aurait toujours des choses de toute façon à retirer, chez de grands cinéastes et James Cameron en fait partie et même si on a des réserves, on n'a pas forcément parlé, mais personnellement, j'ai apprécié ma séance au moins pour la 3D, pour l'expérience que c'est, parce que ça arrive ouais. quasiment Ouais. jamais, Oui, si voir ce un n'est bon jamais. film en 3D, Voilà, C'est pas juste un gadget, c'est mmh ça. et ça reste un événement, un événement à vivre. mmh. Donc allez voir Avatar 3 et puis, c'est vrai que je dis: «Allez voir» alors qu'on a spoilé, mais allez revoir Bah, peut-être, non, je mais non, sais mais pas. allez, c'est vrai en termes d'événements, enfin d'événements, ça fait plaisir d'avoir un film comme ça en salle parce que cette année, ça a été, enfin pour les salles de cinéma globalement, pour savoir un peu comment ça se passe, depuis cette année globalement, enfin c'est une catastrophe depuis, des années, enfin on va dire que depuis 15-20 ans, c'est la pire année en termes d'exploitation quoi, en France en tout cas. Donc Mmh, parce que les gens, tout simplement ne sont que mmh, trop peu allés en salle cette année quoi. Mais parce qu'il y mmh, avait pas de film pour attirer suffisamment de gens, en fait. C'est ça le mmh, problème, quoi. mmh. Et Cette là, année, on en tout peut cas. céder, tu vois, au cinéma, commercial parce que là, on dit beaucoup de bien d'un film qui est commercial. Ouais, Ça va peut-être pas faire plaisir à certains auditeurs, ou à certaines personnes qui sont «élitistes», entre guillemets. ouais, mais ouais, mais le Mais truc, c'est que crois-moi, les salles d'art et essai, beh, oui, elles sont contentes que mais voilà, Avatar 3 bien sorte, sûr, hein. Ah bah mais oui. bien sûr. Donc faut pas On se a leurrer, hein. besoin malheureusement de films ou heureusement, mais de films comme Avatar ou même d'autres blockbusters, quoi qu'on en pense de Bah, leur c'est qualité, ça, hein. c'est ça. Parce que de toute Mmh, façon, c'est un écosystème. Il faut les 2 pôles. Donc mmh. voilà. Voilà et bah, écoutez, on peut passer aux recommandations? I got some bad ideas in my head. Oh, look at it this way, you know. What's holding him up? Vincent, dis-nous, est-ce que tu as un film à nous recommander, qui te vient Oui, en tête? oui, 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 oui. Alors, récemment, j'ai découvert Punishment Park de Peter Watkins qui est décédé, très récemment. Je sais plus si c'était en septembre ou en octobre. Mais, donc Punishment Park, c'est un film qui date de 1971, qui est une sorte de faux documentaire où, on est, aux États-Unis et les prisons, en fait, elles sont totalement, surpeuplées et le président, je crois que c'est Nixon à l'époque, déclare, un état d'urgence et tous les nouveaux, prisonniers, en fait, ils doivent, enfin, en tout cas, heu et en plus, il y en a beaucoup dans ces nouveaux prisonniers qui sont connectés à un espèce de mouvement, contestataire, anti-guerre et cetera. Parce qu'il y a tout le côté guerre du Vietnam et tout à l'époque, bref. Et en gros, ces nouveaux prisonniers, ils ont le choix entre, soit, effectuer leur peine de prison, comme c'est prévu, soit, passer 3 jours au fameux Punishment Park où, en fait, ils vont devoir, le traverser, voilà, traverser le désert, en gros, jusqu'à arriver au drapeau américain. Donc ça fait je sais plus combien de kilomètres, mais, ils doivent traverser le désert en groupe et sauf qu'ils seront, pourchassés par, les autorités, fédérales et qui vont essayer quand même de les tuer, hein, concrètement. Et en fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est déjà la structure, de montage alterné que j'ai trouvé absolument brillante. C'est-à-dire que d'un côté, on suit,
un groupe de prisonniers qui essayent de survivre au Punishment Park et de l'autre, les auditions, enfin les audiences plutôt, des nouveaux condamnés, qui sont tous des militants, politiques, enfin quasiment tous. Heu et on suit leurs audiences avec, les plaidoiries des avocats, des juges et cetera et déjà ça c'est des séquences qui te foutent la rage parce que, enfin, tu comprends qu'on est clairement dans une dérive, fasciste, autoritaire où concrètement on reproche, des actions militantes, non violentes et que enfin bref, ça fait un petit peu penser à notre réalité, hein, quelque part. Hem Hop. et parfois au mot près, hein, d'ailleurs, hein, c'est assez terrible. Et de l'autre, voilà, on a aussi, le côté un peu, bah, violence policière, hein, concrètement dans le Punishment Park. Notamment un moment où, il y a un des prisonniers qui balance une pierre sur un des militaires ou des flics, je sais plus, pour se défendre. Mais bon, enfin, le type, il jette un caillou, hein, et l'autre, il le flingue avec un FAMAS. Heu Ah ouais, Aïe, d'accord. aïe, aïe, hein. Bon, moi ça m'a un petit peu rappelé, ce qu'on a vu récemment, bah, par exemple dans le Dossier 137, de Dominique Moll, Ah oui. où tu te dis: «Bon, peut-être que les flics ils ont un petit peu mal réagi sur les Ils ont ouais, manifestants». ils ont un peu un pois chiche à la place du cerveau, quoi. C'est Voilà, donc c'est un peu le même genre de truc et donc pour un film qui est sorti en 1971, qui pourtant dépeint une dystopie, comment vous dire? Que ouais. plus de 50 ans après, c'est assez troublant d'y voir des ressemblances aussi frappantes avec notre quotidien. Heu, Bref, j'ai trouvé ce film absolument brillant. C'est un film qui m'a beaucoup énervé, mais c'est dans le bon sens, enfin, c'est une qualité du coup et voilà, bah, tout le dispositif de faux documentaire, de montage alterné, j'ai trouvé ça absolument génial donc je vous le recommande chaudement et je pense que je vais essayer de découvrir les autres films de Peter Watkins. Ça m'a Ça donné donne envie. envie, hein. Ouais, ça donne envie. Mais écoute, depuis que tu m'en avais parlé, je l'ai mis dans ma watchlist, je comptais même le voir avant la fin de l'année. Il Peut-être est que pas c'est long en pas le plus, hein, il meilleur dure moment. 1h28. Ouais, mais je pense que, je me le materai, ouais. Plus que enfin, comme toi, j'ai pas vu d'autres films de Peter Watkins, mais voilà, il a pas une réputation, de grand cinéaste pour rien, hein. Mmh. Pour le coup, OK, de ton côté, Axel, est-ce que tu as une reco aussi à faire? Ouais, je vais même tricher, si tu permets, Je parce te que le du permets. coup, non, non, mais alors, je reste dans le cinéma, je vais pas parler de séries parce que j'ai vu beaucoup de séries récemment, mais je vais rester dans le cinéma et je vais prendre, un diptyque que j'ai revu. C'est un revisionnage malheureusement, c'est pas une découverte parce que j'ai vu trop peu de films américains qui m'ont intéressé ce mois-ci, donc je peux pas faire autre chose que ça, enfin choisir autre chose que ces 2 trucs-là. J'ai revu les Gremlins, voilà, donc j'ai revu Gremlins 1 et 2 et bon, j'en profite parce que c'est les périodes de Noël et donc pareil de Gremlins, comme par hasard, bon, c'est un peu un des meilleurs films de Noël pour moi, le 1 et j'ai revu le 2, dans la foulée. J'ai montré ça à ma copine parce qu'elle les avait jamais vus et bah, comment vous dire que c'est toujours aussi, en fait, voir surtout le 2 que moi je préfère au premier pour le coup. Le 2 c'est quand même un espèce de délire chaotique que j'ai très rarement vu, je pense, dans le cinéma américain des années 90, parce que pour le coup, le 2 est sorti, en 90 et bah, pour rappeler, la petite histoire, hein, Gremlins, ça parle de quoi? C'est, une créature, qui s'appelle un ils appellent ça un mogwai, Ouais. donc on sait pas trop d'où il vient, il y a pas vraiment de mythologie expliquée, ce qui s'ensuit, tout ça. On sait juste qu'il est gardé par un vieux mec, et donc le premier était déjà à peu près une sorte de simili slasher un peu comique, mais surtout de l'ordre du un peu, slasher, on va dire, hivernal, de Noël et cetera. Parce que ces gremlins-là sont, des sales bestioles qui peuvent presque tuer, hein. C'est assez dangereux et
et je trouve ça, toujours, super efficace, réalisé par Joe Dante, on rappelle Mmh. et c'est, bah, Joe Dante, c'est un peu ce que j'appelle, un artisan de génie, quoi. C'est-à-dire que le mec, il va prendre, un concept, absolument con sur le papier et te rendre le truc, hyper prenant, avec, plein de références parce que Joe Dante est un réalisateur postmoderne et c'est toujours intéressant de se dire que dans Gremlins 2, il y a, enfin franchement, pour l'avoir revu, du coup récemment, je crois qu'il y a pas une seule séquence où il y a pas, 15 références, quoi. Donc c'est absolument vertigineux parce que je trouve que ces références, ça servent aussi le récit et les personnages. On pense, à Gizmo qui, à un moment donné, se transforme en Rambo. Moi, j'aime beaucoup cette séquence-là, c'est assez drôle. Enfin bref, j'ai revu les 2 Gremlins, juste en décembre et c'est génial. Ouais, Il faut revoir Gremlins, c'est génial. je confesse que je n'ai toujours pas vu le 2 d'ailleurs. Oh là là, non, non, mais En qu'est-ce que plus tu fous? en plus, je mais vraiment, je me demande ce que je fous, je suis complètement idiot parce que j'ai vu le un 2 fois, dans le but de me faire le 2 juste après et je n'ai jamais regardé le 2 juste après. Je sais pas pourquoi. Ah mais le 2 mec, c'est oh là là là, Donc c'est ouais, va falloir que je le fasse quand même. Gremlins, c'est assez marrant parce que, comme toi, Vincent, je l'ai vu bien après le premier que j'avais vu plusieurs fois aussi et il me semble que je l'avais vu en été, le 2e pendant des vacances d'été, il y a 3 4 ans et comme Axel, je pense que je le préfère au premier. Mais beaucoup de Franchement, gens, une disent ça, hein ouais, c'est un des films de mon enfance, hein. C'est un des films avec lesquels j'ai le plus grandi et tout, c'est trop, trop bien. et c'est vrai qu'il y a une folie, j vraiment un jusqu'au boutisme, assez dingue, qui est quand même super marquant. Puis le film plastiquement est assez formidable, Ah mais hein. on se rend pas compte, hein, Joe Dante, c'est vraiment un putain de metteur en scène, hein. Ouais. Vraiment, il y a des idées tout le temps, hein. Mmh. Non, franchement C'est super fabuleux. film, hein. Ouais. Même si le premier est déjà très bien aussi, hein. Ouais, ouais, c'est très bien. Mais en fait, le 2, il y a ce truc où, à chaque fois que le film passe un palier de la folie, tu te dis: «Mais il va pas aller plus loin» et en fait si, il va plus loin. Mmh. Vraiment, c'est que ça tout le temps. Ouais. C'est Bah, tu as presque l'impression de voir un film de scientifique, tu sais? ah mais c'est ouais, ouais, c'est un peu ça. Bah, d'ailleurs, il y a des scientifiques dans le film, donc c'est Ouais, marrant de dire bien ça. sûr. Mais ouais, c'est et puis juste pour finir, ça se termine quand même par une réplique qui est pour moi, assez, révélatrice de ce qui est devenu le cinéma de blockbuster en général et aussi, le merchandising et cetera. C'est qu'à la fin, le personnage de Daniel Clamp qui est le milliardaire, qui tient, le building et tout et qui veut un peu changer la ville, à son on va dire à son gré et tout. À la fin, quand il découvre Gizmo, dit quand même à Billy: «Oh, ça serait bien, ah ça aussi ça va marcher, on va en faire des peluches» et cetera. Ça se termine quand même sur ça, hein, je tiens à le dire, hein. Donc c'est quand même, assez Ah flippant. ouais. Ah non, mais film, contre le système, absolu, hein. Ah ouais, Vraiment, ouais, c'est fabuleux. ça tombe bien parce que je vais pouvoir faire la transition. Moi, je vais vous parler d'un réalisateur contre le système aussi, pas qu'un peu, de Robert Altman et bah, je vais conseiller, Nashville, voilà, sorti en 1975 de Robert Altman. J'aurais pu en choisir un autre parce que j'ai vu un autre film de d'Altman, de Player, mais enfin, ce mois-ci. Mais j'ai choisi celui-ci parce qu'il est moins mis en avant, mais il est vraiment très intéressant. Sorti en période du nouvel Hollywood et donc en 75 et bah, pour, parler, succinctement de Nashville. Dans Nashville, on suit la vie croisée en fait, d'une vingtaine de personnages, qui sont des figures de la musique, country, donc des chanteurs, des musiciens et autour de ça, on a un climat politique en fait, avec un parti qui qui essaye de ramener, le plus d'électeurs, mais qui en fait profite de l'aveuglement permanent en fait, de la population, des chanteurs pour promettre, voilà des conditions de vie, des conditions sociales, et économiques, formidables et en fait, on est vraiment sur un film, qui parle de la musique comme, à la fois un moyen d'expression, en même temps, quelque part, quelque chose qui empêche ces gens-là de réfléchir vraiment, à ce qui se joue autour d'eux. Parce qu'on est sur, une période, post-guerre du Vietnam et pour le coup, les gens sont détruits, hein. Ils sont vraiment à la fois,
bouleversés par leurs ambitions, leurs désirs, leurs contradictions et en fait, on a pas mal de scènes de chant et on a une chanteuse, hein, c'est l'un des personnages principaux du film qui va venir, comme ça, délivrer des performances qui se révélaient tellement bouleversantes parce que tu peux vraiment ressentir qu'elle le chante, non plus seulement pour s'accaparer public, pour gagner quelque chose économiquement, contrairement à d'autres personnages du film qui profitent de la situation, de l'aveuglement des gens pour en faire leur aubaine et et donc non, c'est tellement passionnant vraiment, de suivre tous ces personnages qui ne se ressemblent pas et et oui, franchement, peut-être le film le moins accessible que j'ai vu de Robert Altman et de ce que j'en comprends, c'est peut-être le cas sur toute sa carrière, même si, Short Cuts, il y a de ça aussi, mais disons que voilà, on suit simplement des personnages un peu à tour de rôle, on les recroise de temps en temps, hein, c'est en partie pour ça que on pourrait le qualifier de film choral en soi. Je pense que ça reste un film choral. Donc voilà, je vous conseille, Nashville. Je sais pas si c'est sorti en Blu-ray peut-être? En DVD? Je sais pas du Je sais tout. pas, ouais, mais de toute façon, la filmographie d'Altman, enfin, j'ai adoré, The Player, donc faudrait que je regarde un peu le reste, quoi. Ouais, moi pareil, faut que je regarde le reste parce que j'en ai vu qu'un, c'est John McCabe et j'avais adoré pareil, Mmh. mais je me demande si dans le podcast, tu avais pas recommandé déjà un Robert Altman, je sais Exactement, plus. exactement, j'en avais Ouais. recommandé un et ce qui est très drôle, je l'avais recommandé quand Vincent était déjà venu. Ah ouais? C Ouais. c'était lequel déjà? Alors attends, Justement, je sais plus de quoi tu avais que ma parlé. mémoire alors attends, je vais vérifier le titre pour pas l'écorcher parce que je l'ai pas en français, mais qu'en anglais. Alors attends, c'était That Cold Day in the Park, Ah ouais, sorti ah en OK. d'accord. 69, voilà, que j'avais adoré aussi, hein. OK, OK. Bah, voilà. Mais mais ouais, Robert Altman C'est de toute peut-être un façon, signe pour que Vincent, regarde du Ouais, Robert Altman. ouais, c'est un C'est appel de phare un peu, mais je pense qu'on fera un épisode à un moment sur un film de Robert Altman parce que ça me tient trop à cœur ah, t'inquiète pas, on en Ah fera bah un. oui. et à ce moment-là, peut-être qu'on invitera Vincent encore, Ouais, pour Boucler la boucle. mais en vrai, franchement, faire un épisode sur The Player, je vous avoue que ça me chauffe parce que pour l'avoir découvert ce mois-ci, le film est tellement passionnant, Bah, ouais, et je l'ai plus vu depuis pas mal d'années, mais je me souviens que j'avais vraiment adoré, que c'est un film hyper intéressant sur Hollywood et tout, ce fut un vrai plaisir, de discuter avec toi Vincent, pour Axel aussi plaisir j'imagine partagé. C'était un gros plaisir de reparler avec vous de cinéma les mecs. et puis sur ce, on peut vous dire, à la prochaine et passez de bonnes Allez, fêtes. On a oublié. Ah, Passez de bonnes fêtes. bonne fête, bonne c'est année et vrai, cetera. bonne fête, mangez pas trop de foie gras et bonne année. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut.